Bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et bienvenue à un nouveau mardi de Stu. Il s'est passé pas mal de temps depuis notre dernière émission car nous étions à Londres, en Angleterre, la semaine dernière. Et vous avez apprécié votre séjour à Londres, Stu? Mon séjour en Stu-K? Oh, 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 très drôle. J'en ai une autre pour vous tout à l'heure, mais vous avez apprécié votre séjour? Oui, toujours un plaisir de passer du temps avec nos conseillers, de voir le travail phénoménal qu'ils accomplissent avec leurs clients. Alors, très agréable. Quant à moi, j'ai poursuivi ma route vers l'Azerbaïdjan et la Géorgie, où je me suis fait agresser d'ailleurs, mais bon. Puis j'étais à Bakou, et je sais que ça va vous plaire, il y a plus de Second Cup à Bakou qu'à Toronto. Je sais que vous aimez votre Second Cup. On y voit le logo standard de Second Cup, mais il y a aussi un autre logo juste à côté avec le drapeau canadien. Et à l'intérieur du magasin, il y a de petits supports avec un drapeau de l'Azerbaïdjan et un autre du Canada. Et on en trouve partout. Voilà. Vous buvez votre Paradiso moyen? C'est ce que je prends quand je vais chez Second Cup. Voilà. Vous l'avez dit. Je leur ai demandé s'ils acceptaient de changer le nom de la ville en Bakstu, mais apparemment ils tiennent à Bakou. On peut y prendre son Second Cup, mais ils ne vont pas jusqu'à renommer la ville. Stu, vous étiez à Londres la semaine dernière. Nous avions un groupe de planificateurs et de conseillers financiers parmi les meilleurs au monde de tout le Canada. Et vous vous êtes adressé à eux, je sais que ça fait une semaine et qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses depuis. Nous parlerons du fait qu'une semaine ne dure pas bien longtemps en ce qui concerne toutes les décisions en provenance des États-Unis en ce moment et de leur impact sur l'économie mondiale, l'économie canadienne et américaine. Mais vous leur aviez adressé un message sur l'importance de garder une vue d'ensemble. Où nous situons-nous en ce moment? Comment voyez-vous les choses? Lorsque vous essayez de rassembler tous les éléments pour un investisseur qui essaie de comprendre ce qu'il doit faire, ce qu'il doit tirer de tout cela, quels sont les principaux messages et vos principales recommandations? Il est toujours utile de revenir sur ce que nous avons vécu et sur tout ce qui bouge. Cette période d'exceptionnalisme américain, à défaut d'un meilleur mot, la thèse d'investissement combiné de l'intelligence artificielle et l'enthousiasme de certaines poches du marché sur ce front, couplé à l'excitation autour de l'élection, de la déréglementation et de la relance de l'économie à un rythme encore plus productif, à long terme, le marché boursier repose toujours sur la croissance des bénéfices et des dividendes. Dans l'intervalle, les valorisations changent. La variation de la valorisation est souvent causée par l'excitation thématique ou, au contraire, par un manque d'excitation. Au début de l'année, ces deux thèses ont été quelque peu ébranlées. La première concernait DeepSeek et l'intelligence artificielle. Non pas que cela compromette le potentiel à long terme, mais ça provoque certes une discussion autour de ce potentiel. Et chaque fois qu'il y a une discussion, il peut y avoir un léger changement de valorisation. La valorisation tente de tenir compte d'un large éventail de résultats. Si l'éventail des résultats change un peu, la valorisation doit changer un peu en même temps, et c'est ce que nous avons vécu. Ensuite, l'incertitude causée par les droits de douane, qu'ils soient appliqués ou non, les effets sur l'économie et sur la confiance n'ont pas été bien accueillis. On le voit dans les enquêtes auprès des petites entreprises, on le voit dans les enquêtes auprès des grandes entreprises, avec des décisions qui seront retardées. Cela crée donc un léger vent contraire aux prévisions économiques qui pourraient être établies. Troisièmement, nous examinons ce que l'on appelle l'indice City Surprise, qui avait été déjà à diminuer légèrement lorsque les indicateurs économiques étaient inférieurs aux prévisions des économistes.
Nous avons commencé l'année avec des rendements obligataires un peu plus élevés et sont en chute libre. Le marché des actions a dû digérer ces trois types d'événements. Simultanément, ailleurs dans le monde, on a commencé à observer une certaine vigueur relative. On a commencé à voir des mouvements importants en Europe et d'autres choses liées à la possibilité d'une politique fiscale plus importante, de dépenses fiscales plus importantes autour de la construction de l'armée en Europe et du type de réponse que l'on pourrait apporter au soutien de l'Ukraine. La raison pour laquelle cela est important est que chaque fois que les États-Unis ont corrigé au cours des 2 dernières années, ils étaient toujours les seuls sur l'échiquier. On trouvait toujours de l'argent pour continuer à acheter ce dont nous venons de parler. Cette fois-ci, il semble y avoir quelques doutes à acheter aux États-Unis. Et puis, il y a une nouvelle alternative qui est peut-être en train d'émerger. On a donc vu des mouvements qui, par le passé, auraient pu être de l'ordre de quelques points de pourcentage, être plus importants parce que ces capitaux mondiaux ont commencé à s'agiter un peu. Malheureusement, cela risque de durer un certain temps. On a parlé de bien et allant vers le mieux, ou de mieux allant de moins bien en moins bien. Et le cycle dans lequel nous nous trouvons est une période où cette volatilité risque de perdurer un certain temps. En tant qu'investisseurs, nous avons tendance à penser à la croissance des bénéfices sur le long terme. C'est Howard Marks, je pense, qui faisait cette excellente analogie avec le tapis roulant. La vitesse à laquelle vous marchez est la croissance des bénéfices. Parfois, vous êtes sur le tapis roulant et il tourne en votre faveur et vous obtenez plus de croissance des bénéfices. Et parfois, vous marchez dans l'autre sens et vous obtenez moins que la croissance des bénéfices. Lorsque les gens s'inquiètent d'un ralentissement, cela crée une certaine incertitude quant à la croissance des bénéfices à long terme, mais aussi quant à ce que l'on perçoit dans l'immédiat. Et le cas échéant, la valorisation a tendance à se contracter un peu par la même occasion. Pour le S&P 500, nous avons vu une correction de 10%, ce qui n'est pas si grave d'ailleurs. Elle n'a pas débuté à la même valorisation, bien sûr. Mais lorsqu'il y a une correction, il faut se demander comment tout cela va finir, comment faire travailler plus d'argent. Car en fin de compte, si un titre est corrigé, même s'il est simplement revenu à ses anciens sommets, cela signifie qu'il y a du rendement à obtenir. Nous effectuons toujours des analyses de scénarios pour essayer de déterminer si la situation est trop bonne ou si elle pourrait s'améliorer ou s'empirer. Lorsque les choses commencent à empirer, comme nous l'avons vu ces 2 dernières semaines, il est certain qu'elles peuvent persister, mais vous devez essayer de faire de cette volatilité votre ami. Oui, nous en parlons depuis plusieurs mois maintenant, hein. Je pense que pour tous ceux qui écoutent régulièrement cette émission depuis un an, mais depuis 4 ans également, c'est tout, ça fait 4 ans que nous avons débuté cette émission, cette idée de l'exceptionnalisme américain et tout ce qui se passe aux États-Unis. On y gagne parce que la monnaie s'apprécie, on y gagne parce que l'économie s'apprécie, les actions individuelles s'apprécient, les secteurs qui enregistrent les meilleures performances boursières ou qui suscitent le plus d'enthousiasme se trouvent aux États-Unis. Les États-Unis sont le terrain de jeu, mais avec le temps, on se retrouve avec une partie du marché américain dont la valorisation est très élevée. Le reste du monde, y compris une grande partie des entreprises du marché américain, a des valorisations plutôt raisonnables, même si leur performance a été très bonne. Et c'est là que vous trouvez le tapis ou le trottoir roulant. Si vous marchez, que vous investissez en Europe ou au Canada, vous marchez sur le trottoir alors que les personnes qui sont sur le trottoir roulant investissent aux États-Unis et avancent même si vous marchez à la même vitesse. Je répète les mêmes choses que nous avons dites l'année dernière, à savoir le timing. On ne sait jamais exactement à quel moment cela va se produire, mais l'écart se creuse de plus en plus jusqu'à ce qu'il s'arrête de, de se creuser. Et de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'une sorte de déclencheur.
Vous avez mentionné DeepSeek dans le secteur de l'IA. Tout à coup, peut-être que l'IA n'a plus besoin d'autant d'infrastructures, de puissance, de tout ce que nous pensions déjà. DeepSeek perdure tout cela. Les États-Unis changent leur politique, à tort ou à raison, mais les problèmes se posent avec les droits de douane. Je suis sûr que si nous parlons à Eric ou à n'importe quel économiste, les droits de douane pour eux ne sont pas une bonne chose et c'est un point de vue général. Et même si c'était une idée qui était bonne à la base, elle est actuellement appliquée d'une manière qui semble vraiment incohérente et incertaine pour les acteurs du marché. C'est ainsi que l'on assiste à soudain à ce changement. Et vous l'avez dit, avant cela, il n'y avait nulle autre part où aller investir. Nous sommes ici, vous et moi, au Royaume-Uni. Nous avons, je pense, assisté à la même conférence, une présentation du directeur des placements de Blue Bay Gestion de patrimoine au Royaume-Uni, juste au moment où l'Allemagne annonce qu'elle va dépenser des centaines de milliards de dollars de dépenses fiscales. Elle va enfreindre une règle en vigueur depuis des décennies concernant son déficit en matière de dépenses fiscales, de dépenses publiques. Et tout cela arrive tout à coup. Les États-Unis vont-ils réduire les leurs? Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la politique monétaire car la Fed semble bloquée pour l'instant. Elle s'inquiète de l'incertitude autour des politiques. Et voici les Européens qui entrent et viennent dépenser beaucoup d'argent sur les marchés. Tout d'un coup, l'Europe semble un peu plus intéressante. Et elle était déjà en train de prendre de l'élan. On commence à voir tous les éléments dont nous avons parlé se mettre en place. Il n'y a jamais de garantie, évidemment, mais cela pourrait être de courte durée. Mais comme vous l'avez dit, la façon dont les choses se sont déroulées est intéressante. Et ceux qui écoutent ou qui regardent cette émission ne seront pas choqués. Au fait, abonnez-vous, écoutez-nous, donnez-nous un commentaire 5 étoiles pour toutes les connaissances que nous vous avons transmises. Mais les gens qui nous écoutent ne seront pas surpris parce qu'il ne s'agit pas d'un changement inhabituel sur les marchés compte tenu de la toile de fond dont nous avons parlé plusieurs fois. Oui, c'est tout à fait exact. Et lorsque vous vous retrouvez dans ces environnements, comme c'est le cas tout le temps, lorsque les actions baissent, vous revérifiez et vous redoublez votre analyse. Lorsque les calculs indiquent que cette société se portera bien au fil du temps, malheureusement, cela n'empêche pas l'action de chuter un jour donné. Lorsque nous nous trouvons dans ces situations, l'émotion monte évidemment et nous l'avons vu dans certaines enquêtes sur le sentiment. Certains investisseurs ont peut-être eu recours à l'effet de levier et doivent donc ajuster leur portefeuille, ce qui n'est pas forcément leur choix, mais lorsque nous trouvons dans cette situation et que nous considérons les calculs de ce que nous possédons et la façon dont cette entreprise pourrait se présenter dans 2, 3 ou 4 ans, ainsi qu'une valorisation normale que nous pourrions appliquer aux bénéfices qui arriveraient alors, nous commençons à obtenir de très bons rendements et des dividendes raisonnables qui nous sont versés aujourd'hui. Nous faisons souvent des blagues sur les placements échelonnés. Vous dites que je me promène avec ma cape de super-héros, mais la perception des dividendes entre tout à fait dans cette logique des placements échelonnés. Si je mets de l'argent au travail et que mes sociétés m'en reversent encore, cet argent que je mets au travail commence vraiment à jouer en ma faveur. Oui, je suis vraiment surpris qu'on aborde les placements échelonnés à cette émission. C'est tout à fait choquant pour moi. Mais oui, le réinvestissement des dividendes est une autre façon de prendre cet argent et de le réinvestir. Si vous recevez un dividende en ce moment même, vous achetez des actions à un prix inférieur de 5 à 10 à ce qu'il était il y a quelques semaines. C'est fantastique. Mais comme vous l'avez dit, toute plaisanterie mise à part, nous avons parlé de l'approche des placements échelonnés, reconnaissant que ces choses se produisent sur le marché à une fréquence surprenante. Rien ne va tout droit à la hausse. Le marché peut donc se replier de 10% ou même de 20%, ce qui est assez fréquent. En fait, 10%, c'est à peu près ce qui se passe à chaque année, 20% une fois tous les 5 ans.
Si vous en tenez à cette discipline, vous achetez en ce moment, même lorsque le marché est en baisse de 10%, et vous êtes content parce que vous bénéficiez d'une réduction de 10% sur cet achat. Si le marché baisse encore ou reste en baisse, vous achetez à cette moyenne inférieure. À un moment donné, comme vous le dites, cette société devient excellente, l'action est en baisse simplement parce que le sentiment a changé, mais à un moment donné, le sentiment va réapparaître, les esprits animaux aussi, l'entreprise sera jugée sur sa force et l'action va remonter. Désolé, j'ai marché sur vos plates-bandes en enfilant la cape et en commençant à parler de placement échelonné, mais c'est vous qui en parlez le mieux. Je ne saurais ajouter quoi que ce soit d'aussi pertinent, c'était parfait. C'est la façon de transformer l'inévitable volatilité du marché boursier. Les périodes de hausse du marché boursier ont tendance à se succéder à un rythme régulier pendant un certain temps. Les baisses ont toujours tendance à se produire de manière plus abrupte, ce qui met les émotions à l'épreuve. Lorsque les actions augmentent, on ne se met pas à faire la fête à tous les jours. C'est plutôt sur une longue période que les choses deviennent plus excitantes. Mais, à l'inverse, quand ça baisse, le changement émotionnel semble être immédiat. C'est ce que nous avons constaté au cours des 2 dernières semaines, je dirais. Il est donc important d'avoir un plan qui ne dépend pas de la découverte du niveau le plus bas. Nous avons parlé de cela à propos des actions, de la rareté des cas où l'on arrive à trouver le bon niveau. Il suffit d'avoir un plan qui dit que si cela persiste, eh bien, je continue. Si en fait c'est maintenant le creux, j'aurai fait quelque chose, j'obtiendrai de meilleurs rendements grâce à cela. C'est un bon moyen de faire de la volatilité du marché votre ami. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai le thème du Mary Tyler Moore Show en tête. Qui arrive ainsi à prendre une très mauvaise journée et à la retourner en quelque chose de positif? Eh bien, c'est vous, Stu, sachez-le. Dans chacun de vos commentaires, c'est ce que vous faites. Au fait, Stu, ne vous inquiétez pas, je connais votre public. Je sais qu'ils savent qui est Mary Tyler Moore. Peut-être pas les plus jeunes, mais la majeure partie du public va le connaître. Et c'est vraiment ce que vous essayez de faire lorsque vous investissez. Je mets toujours en évidence la différence entre Stu et moi, qui ne suis qu'un investisseur moyen, malgré que je sois dans le milieu depuis un certain temps. Mais l'investisseur moyen se met à paniquer. J'ai perdu 10%, je n'aime pas ça. Stu, lui, est assis là et se demande comment transformer ce qui se passe en ce moment en une opportunité d'améliorer ses rendements à long terme et d'en tirer profit. Et il le fait avec précision clinique, sans aucune émotion. Vous pouvez le voir sur son visage en ce moment, pas d'émotion, il se concentre, il se contente d'être placide. Ce n'est jamais oh non, le portefeuille est en baisse en ce moment. C'est plutôt il se passe quelque chose sur le marché, je vais faire des analyses, je vais essayer de tirer profit pour les personnes qui investissent avec moi. Vous le faites, que le marché soit à la hausse ou à la baisse, c'est presque une obsession pour quelqu'un qui est un investisseur professionnel et en particulier quelqu'un comme vous. L'analogie avec l'agriculteur, c'est que vous êtes dans les champs tous les jours. Certaines pousses ont besoin d'eau, d'autres un peu d'attention, mais vous êtes toujours là à la recherche d'opportunités. Oui, c'est vrai. Pour en revenir au placement échelonné, l'une des choses que vous pourriez faire, je ne le suggère pas nécessairement en ce moment, mais ce serait de les accélérer, ces placements, lorsque le marché se corrige. Oui, vous pouvez accélérer vos placements échelonnés. Par ailleurs, si vous investissez dans un fonds équilibré, vous bénéficiez de plusieurs niveaux de protection. Les obligations se sont redressées, les actions se sont vendues. Vous pouvez procéder à un rééquilibrage dès le départ. Cela vous aide dans cette forme au fil du temps. Vous pouvez avoir recours à la méthode des placements échelonnés, puis aux dividendes. Il y a de multiples façons pour le portefeuille de tirer parti des ralentissements.
Oui, vous l'avez dit, si vous faites cela de façon constante, chaque fois que vous traversez un cycle ou une correction, la puissance de tous les éléments que vous avez mis en place s'accroît. Ils sont composés parce qu'à chaque fois, il y a de plus en plus d'enjeux et de façons d'ajouter de l'argent. De cette façon-là, tout à fait. Stu, le dernier point que je voulais aborder, et je sais que ce n'est pas votre domaine d'expertise spécifique, dirons-nous, bien que vous puissiez parler d'à peu près n'importe quoi en matière d'investissement. Mais que se passe-t-il sur le marché obligataire? Êtes-vous préoccupé? Nous avons constaté que les taux obligataires à long terme ont beaucoup bougé, que les taux à court terme ont augmenté à court terme. Y a-t-il quelque chose qui vous préoccupe ou la réaction du marché obligataire a-t-elle été un peu plus discrète que celle que nous avons observée? Les obligations à long terme ont baissé, les obligations à plus court terme ont baissé un peu, mais pas trop. Le rendement total des obligations a donc été supérieur au taux d'intérêt des coupons. Le domaine suivant du marché obligataire serait celui du crédit. Dans mon tableau de bord, je regarderai les écarts de crédit des obligations de première qualité et les écarts de crédit des obligations à haut rendement. C'est une très bonne façon de dire si le marché obligataire s'inquiète de l'économie. Si les écarts de crédit commencent à s'élargir, cela pourrait être un signe que le marché obligataire s'inquiète de l'économie. Il y a des pour et des contre, car le niveau absolu n'est pas mauvais. Si une obligation à 10 ans augmente de 50 points de base et que l'obligation à haut rendement ne bouge pas, cela signifie que les écarts se sont élargis de 50 points de base. Mais votre rendement absolu est le même qu'avant. Nous avons observé quelques mouvements mineurs dans les écarts de crédit, mais nous n'avons pas vu la même volatilité dans les écarts de crédit que dans la volatilité du marché des actions, ou le type de volatilité qui pourrait découler de réelles inquiétudes. Nous surveillons cela de très près. Les rendements obligataires devraient rester stables. S'il pèse beaucoup, cela signifie probablement que l'économie ralentit encore un peu plus. C'est pourquoi même dans un portefeuille, les obligations restent une option. Il s'agit là d'une étape intéressante, car lorsque vous pensez au placement échelonné et au marché des actions, le marché obligataire vous offre une certaine assurance. Si vous continuez à obtenir des actions à un prix inférieur, cela signifie probablement que vos obligations seront à un prix supérieur. Et quand on met tout ça ensemble, c'est la raison pour laquelle j'aime cette discussion, parce qu'il s'agit d'un retour aux sources. On a besoin d'un moment comme celui-ci sur les marchés, après que le marché américain, en particulier, semble monter en ligne droite. Mais nous savons que rien ne monte en ligne droite. C'est une réaffirmation de principe. L'autre principe qu'on pourrait aborder est certainement la diversification. Vous l'avez dit, si vous avez un fonds d'équilibre, qu'est-ce que la partie obligataire de votre fonds a fait? Eh bien, elle fournit une assurance contre les variations de la valeur des actions. Le marché obligataire n'est pas très différent de ce fameux tapis roulant. Vous percevez le coupon et si l'économie s'affaiblit, vous obtenez plus que le coupon. Si les gens s'inquiètent du renforcement de l'économie, il se peut que vous receviez un peu moins pendant un certain temps. L'avantage d'une obligation est qu'elle arrive également à échéance. Si vous la conservez jusqu'à l'échéance, vous savez que vous recevrez le coupon. Mais oui, au cours des 2 dernières semaines, nous avons vu les obligations à plus long terme offrir moins de rendement. Ça s'ajoute à la performance du prix. Oui, nous allons finir ici avec mes 24 heures de voyage hier en provenance d'Azerbaïdjan, en passant par Varsovie. En fait, nous avons été en retard à Varsovie. J'ai pu me rendre au centre-ville et c'est magnifique. Si vous n'avez jamais visité le centre-ville de Varsovie, allez-y. Ensuite, j'ai pris un autre vol de 9h30, je crois, pour Toronto, donc 24 heures au total. Normalement, je dépasse tout le monde. Je marche sur la moquette normale au lieu de prendre tous ces longs trottoirs roulants. À l'arrivée à Pearson,
Je pense devant les gens en soufflant parce que les gens vous bloquent. J'étais tellement fatigué. Je suis monté sur le trottoir roulant et je suis laissé porter jusqu'à la douane. Et le marché obligataire, comme vous le dites, fait ce travail pour vous en ce moment, tandis que le marché boursier s'ajuste d'une manière qui n'est pas si inattendue. Il s'agit de rester calme, quelle que soit la période, de s'assurer que l'on a mis en place les bonnes stratégies, les placements échelonnés, de ne pas se laisser emporter par l'émotion, de toujours rechercher des opportunités en cas de volatilité. Et la diversification est absolument cruciale. Il faut aussi garder des liquidités de sorte qu'en cas de correction, vous puissiez évaluer si vous voulez les mettre au travail, peut-être attendre que les mauvaises nouvelles se multiplient pour les déployer plus tard, mais il s'agit de stratégies assez simples dont nous parlons et nous en parlons au mardi de Stu à chaque semaine et elles se mettent en place en ce moment. J'espère que nous avons accompli pour les personnes qui nous écoutent régulièrement, c'est que personne n'est surpris de cela. Je savais que ça allait arriver, j'avais mis en place cette stratégie. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons d'aider les gens à mieux investir à long terme et personne ne le fait mieux que vous, Stu. Merci, Dave. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Au fait, avez-vous acheté ce pull au Royaume-Uni? Je ne l'ai jamais vu. Il vous va à ravir, je dois dire. Ça vous fait ressortir vos yeux pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. Une excellente transition vers YouTube, Dave. Oui, on se revoit la semaine prochaine. Merci d'investir avec nous. Tous mes vœux de réussite. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment tirer profit de la situation. Restez calme, prenez des bonnes décisions et nous serons là pour vous aider. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.